Améliorer la vie, plutôt la qualité de la vie des Égyptiens, redorer l'image de l'Égypte et rendre l'économie égyptienne plus attractive aux investissements. Ce sont en fait parmi les grands axes de ces projets nationaux qui représentent jusqu'à maintenant le moteur essentiel de l'économie égyptienne. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Hanif Arg, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne direct à votre fenêtre sur les grands événements, les grands débats qui touchent la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Très rapidement, nous devons commencer donc cette nouvelle tournée par les activités présidentielles et avec plus de précision, on trouve que notre président égyptien Abdel Fattah el-Sisi bien sûr, a, si je puis dire, rencontré aujourd'hui le président de la Commission, de la Commission africaine, M. Moussa Faki. En fait, son Excellence, plutôt, en fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé aujourd'hui que la voie de développement en Afrique commence par le fait d'enraciner la stabilité et de modifier l'infrastructure globale, ce qui aide, selon lui, à la liaison entre les pays africains. Ces déclarations ont été faites encore une fois lors de la réunion entre le président Sisi et le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, en visite actuelle en Égypte. Lors de cette réunion, le chef de l'État a assuré que l'Égypte n'épargne aucun effort pour soutenir ses frères africains dans tous les domaines, notamment celui du développement. Le porte-parole de la présidence, ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion entre M. Sisi et Faki avait porté sur les différents sujets africains à la lumière des préparatifs de prochains sommets prévus le 6 et 7 février. Donc très rapidement, je dois vous laisser avec ce reportage qui va jeter plus de lumière sur les grandes activités qui ont été faites par le président égyptien Fattah el-Sisi durant les derniers jours. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit le plan de développement de 1500 villages et leurs environs, première étape du projet national de réaménagement de la campagne égyptienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine le plan de développement des infrastructures électriques lancé dans le cadre du projet national de réaménagement de la campagne égyptienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à la célébration de la journée de la police organisée par le ministère de l'Intérieur à l'Académie de police au Nouveau-Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce un discours à l'occasion des célébrations de la journée de la police. Le président Abdel Fattah el-Sisi honore les familles des martyrs de la police. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine le plan de développement du réseau ferroviaire et celui de liaison entre les nouvelles voies électriques et les voies actuelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine la carte des nouvelles voies ferrées électriques qui seraient reliées au réseau de chemin de fer dans les principales directions géographiques de Ain el-Sokhna à la nouvelle ville de l'Alamein, puis à Matrouh, de la ville de 6 octobre à la ville d'Assouan et d'Hurghada à Luxor, d'une longueur totale de 1795 km. Le président nigérian Muhammadu Buhari envoie un message écrit au président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les activités du Fonds d'honneur aux martyrs. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives pour fournir les derniers équipements et machines au projet de réaménagement de la campagne égyptienne de manière à garantir la faisabilité de ce projet géant. Sur sa page officielle Facebook, le président el-Sisi a salué avec fierté l'équipe nationale de handball pour sa performance honorable contre l'équipe nationale danoise. Les joueurs ont fourni un exemple extraordinaire d'héroïsme et de force d'esprit jusqu'au dernier moment du match, a écrit le président el-Sisi sur sa page.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée d'inspection dans un certain nombre de projets de réaménagement du réseau routier et de nouveaux ponts au Caire, ainsi que du projet de développement de Misr al-Khadima, Sayyida Aisha et de la région de l'axe des civilisations. L'Égypte propose la candidature d'Ahmed Aboulghit au poste de secrétaire général de la Ligue arabe pour un second mandat. Le président el-Sisi se rassure sur la santé de son frère, le président tunisien, suite à l'incident du courrier envoyé à la présidence tunisienne. Comme je viens de vous annoncer au début de cette émission, il y a des objectifs très importants en ce qui concerne les projets nationaux, comme par exemple la lutte contre la pauvreté, redorer l'image de l'Égypte, améliorer la qualité de la vie des Égyptiens, mais aussi rendre l'économie égyptienne plus attractive. Et même à cet égard, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a visité vendredi après-midi un certain nombre de projets visant à développer le Grand Caire et son réseau de routes et de nouveaux ponts, ainsi que le projet de réaménagement du Vieux Caire et des régions de Sayyida Aisha et de Mehwar al-Hadarat. La tournée du président comprenait les travaux en cours dans la région est du Caire, à Medinat Nasr, Héliopolis et la route de l'autostrade, ainsi que les ponts qui ont été créés pour relier la région de Mehwar al-Hadarat aux principaux axes routiers de la capitale. Ceci, bien sûr, dans le cadre du plan de réaménagement global de la région historique d'Aïn, Assira et les environs du musée des civilisations à Misr al-Qadima ou de Vieux Caire. Un plan qui a fait de la région une destination touristique dotée d'une architecture moderne et de services. Le président a été également informé du déroulement des travaux de réaménagement en cours dans les environs de la région de Sayyida Aisha après les démolitions des maisons anarchiques dont les résidents ont été déplacés vers les nouvelles villes construites spécialement pour les habitants des bidonvilles afin de leur offrir une vie décente, un logement moderne et adéquat doté des services communautaires. D'autre part, on trouve que même les tonneries ont également été déplacées vers de nouvelles zones dans le cadre du plan de l'État visant à redonner à la région de Misr al-Qadima sa splendeur de temps avec ses monuments célèbres. Donc, encore une fois, il y a toujours plusieurs objectifs si on essaye de mettre en exécution de tels grands projets nationaux. Justement, je dois actuellement vous laisser avec ce reportage qui porte les titres. L'Égypte achève la troisième, ou la phase 3 plutôt, de son programme routier de construction de 4400 km de route. Après ça, c'est le temps des discussions à travers la ligne de la TV internationale. De route lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi en août 2014 pour un coût global de 36 milliards de livres égyptiennes, soit 2 milliards de dollars, a achevé sa phase 3. Cette étape a vu l'exécution de 17 projets routiers d'une longueur totale de 1300 km, a révélé le ministre des Transports, Kamel El-Wazir. Les chantiers retenus à cette étape comprennent le développement et l'extension de la route du désert occidental, le Caire à Souan, l'extension de la route Assiout-Sohag, le doublement des voies de la route côtière de la mer Rouge, Safaga-Marsa Alam, ainsi que le doublement des voies de l'autoroute du 6 octobre à Ouahat-Oasis. En plus de contribuer à l'utilisation optimale de la richesse nationale égyptienne dans les zones minières, touristiques et industrielles, ce projet vise également à desservir les zones de développement agricole. Le projet national de route qui s'est achevé fin 2020 a abouti à la construction de près de 4400 km de nouvelles routes, ce qui porte le réseau routier égyptien à 29 000 km. Un saut quantitatif et qualitatif qui ne passe pas inaperçu. En 2019, l'Égypte a bondi de 17 places pour se hisser au 28e rang mondial de l'indice de qualité des routes.
Donc, pour avoir plus d'explications, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale M. Nagui Victor. C'est un ingénieur, mais aussi c'était un ex-conseiller dans le domaine de l'ingénierie, bien sûr, dépendant de l'ambassade de France ici en Égypte. Monsieur Nagui Victor, bonsoir. Bonsoir. Donc, ma première question porte sur comment vous lisez jusqu'à maintenant de tels grands projets pharaoniques mis en place par l'État égyptien, notamment dans ce temps de coronavirus. Notamment dans ce temps de coronavirus. Ah oui. Ben écoutez, ce salaud de coronavirus, il a fait du mal à tous les pays et à toutes les sociétés. Il a obligé les gens à ne pas travailler et il a réduit le rendement des peuples et des personnes. Il a rendu des gens en chômage. Par contre, en Égypte, avec le président, la politique du président El-Sisi et son gouvernement, l'Égypte a réussi à affronter cette situation pandémique. Donc, maintenant, on le sait, tout le monde le sait, que l'Égypte, malgré tous les problèmes du coronavirus, a réussi à avoir un taux de croissance positif, Oui. qui soit de 3%, 2,6%, 3,2%, mais c'est un taux de croissance positif, et c'est le seul, je répète, c'est le seul pays au Moyen-Orient qui a réussi à avoir un tel taux de croissance. Oui, j'aimerais bien sûr ajouter sur ce que vous venez de nous bien sûr révéler. Par exemple, le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli a passé en revue aujourd'hui le rapport présenté par le Fonds monétaire international sur l'économie égyptienne et les mesures de protection et de prévention prises par le gouvernement pour enrayer la propagation de ce nouveau coronavirus. Selon un rapport présenté par le ministre des Finances Mohamed Mouaït, le FMI a reconnu que l'Égypte avait réussi à faire face aux répercussions du coronavirus sur l'économie égyptienne. Selon le rapport également, le gouvernement a déployé des efforts intensifs pour gérer la crise pleinement, avec transparence, en ayant recours à un contact direct avec le peuple. Le FMI a alloué même les aides présentées par le gouvernement égyptien aux personnes et aux entreprises les plus affectées par les répercussions de la crise. Outre les efforts déployés par le gouvernement, en coopération avec les organisations non gouvernementales pour assurer un programme de protection sociale pour tous les Égyptiens. Donc, encore une fois, comme vous venez de nous révéler, il y a un autre témoignage révélé récemment par le Fonds monétaire international en ce qui concerne le fait comment l'État égyptien a traité d'une manière réussie cet examen, ce désastre de coronavirus. Voilà. Ce que vous dites est très vrai, surtout que quand on dit que l'Égypte a réussi à avoir un taux de croissance positif, ce n'est pas nous qui le disons. Comme vous venez très bien de le dire, c'est le Fonds international, c'est le Fonds monétaire international, c'est la Banque mondiale et c'est plusieurs institutions monétaires dans le monde. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je crois que le gouvernement a réussi à affronter les conséquences de cette pandémie en faisant et en créant des méga-projets. Qu'est-ce que ça veut dire des méga-projets? Cela signifie qu'ils ont construit des ponts énormes dans tout le pays. Ils ont construit des kilomètres et des kilomètres de routes qui traversent l'Égypte et qui relient les divers gouvernorats. Et pour travailler dans ces projets, il faut de la main-d'œuvre. Et c'est de la main-d'œuvre égyptienne pour fertiliser, pour fertiliser 1,5 million fédons. Mais ça demande une main-d'œuvre quantitative qui rend le chômage vraiment
au minimum. Oui. Par exemple, la nouvelle capitale administrative. Imaginez-vous que tous les jours, il y a des millions d'ouvriers de diverses professions, que ce soit des bâtisseurs, des plombiers, des électriciens, de tout genre, qui travaillent sur ce terrain pour sortir cette nouvelle ville administrative le plus tôt possible. En même temps, on peut voir un projet comme Bemben, par exemple, qui se trouve à Assouan. Donc ça, ce n'est pas le Caire, c'est la Haute-Égypte. C'est presque, donc c'est près dans toutes les parties de l'Égypte. On travaille sur ce grand projet pour produire de l'énergie solaire. De même, quand on parle d'énergie, l'Égypte est devenue un hub pour le gaz et le pétrole, surtout le gaz. Et maintenant, l'Égypte, suite à l'autosuffisance de l'exploitation de gaz, l'Égypte est en train d'exporter le surplus de gaz, chose qui fait enrichir le budget du gouvernement. Et même en devises étrangères. Oui, selon Bloomberg, pour faire une sorte d'éclaircissement, selon Bloomberg, par exemple, l'Égypte... qui ont été construits à la place des anciens quartiers qui n'étaient pas humains, dans lesquels une personne ne pouvait pas vivre. Et le président, il a juré que c'est fini, il finira avec ces quartiers infects et qu'il reconstruira d'autres quartiers où il y a un niveau de vie meilleur pour la personne égyptienne. Tout est visé et tous les projets visent la personne égyptienne. Car la personne égyptienne, pour notre gouvernement, est la chose la plus importante en Égypte. Par exemple, tous les nouveaux moyens de transport, que ce soit le métro, que ce soit le monorail, que ce soit le train rapide qui relie les divers vers l'est du Caire, qui relierait Eshurou, Adr, Madinati, qui continuerait vers Diramadan et puis qui aboutirait à la grande capitale administrative. Il est certain, et tout le monde le sait, qu'on a un problème de communication. La personne, le fonctionnaire, la personne égyptienne qui veut arriver à son travail... Un problème de transport, plutôt. Comment? Un problème de transport. Un problème de transport, un grand problème de transport. Et comment veux-tu donner un rendement positif et un rendement légal si tu arrives à ton travail exténué, fatigué par le moyen de transport? Oui. Donc encore une fois, d'après vous, et même d'après les Nations Unies, le fait d'investir dans l'infrastructure, c'est-à-dire investir dans l'être humain, parce que ça, bien sûr, préserve sa santé mentale, sa santé psychologique et sa santé en général. Et comme vous venez de nous révéler même comment cet exemple de l'homme qui essaie de travailler, et donc beaucoup d'embouteillages, comment il va se déplacer, comment il va faire ses affaires, ainsi de suite. Encore une fois, d'après vous, donc les projets nationaux sont le moteur essentiel de la croissance et la boue de sauvetage de l'économie égyptienne dans le temps du coronavirus. Ça mène également à améliorer la vie des Égyptiens, à lutter contre le taux de la pauvreté, le taux de chômage, mène même à donner une sorte de nouvelle image aux Égyptiens, et à travers le fait si je peux dire, de déplacer, de transférer les Égyptiens qui se trouvent dans des zones à haut risque, dans des bidonvilles, ainsi de suite, dans d'autres installations honorables, n'est-ce pas?
Absolument. Il y a encore un point très important, c'est l'éducation. Parce que le gouvernement cherche le bien-être de l'Égyptien, le bien-être matériel, mais aussi le bien-être mental, le bien-être constructif, le bien-être éducatif. Il faut savoir que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte a construit 25 universités. Vous vous rendez compte? 25 universités sur 7 ou 8 ans. Oui. Alors qu'on avait construit pendant 40 ans 20 universités auparavant. Donc, voyez ce que le gouvernement donne comme importance à l'éducation. Oui. Ce sont des universités très à point Oui. et très modernes. Au point de vue en même temps, les nouvelles villes. Je ne parle pas des quartiers, je parle des nouvelles villes. Oui. Vous avez même souligné, il y avait presque 3 ans, quand nous avons fait une sorte d'interview avec vous dans cette émission qui s'appelle Indice, que la nouvelle capitale administrative, et il y a presque, en ce qui concerne la nouvelle capitale administrative, il y a presque un demi-siècle de retard pour les Égyptiens. Cette nouvelle capitale administrative doit être donc érigée et construite il y a presque 50 ans. Et ce sont des études que vous avez même menées pendant votre phase universitaire, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Depuis les années 2070, nous étions encore élèves à l'université, et on posait des questions à nos professeurs d'urbanisme. Comment faire pour s'en sortir? Déjà en 2070, on avait du mal avec il y avait ce qu'on appelle le trolley, le trolleybus, et qu'on prenait pour aller à l'université. Ouais. Mais c'était bondé de gens, les bus pareil, le tram, pareil, des deux côtés. Et on posait la question à nos professeurs comment faire pour... Et dans ce temps-là, on a commencé à construire le pont du 6 octobre, qui continue jusqu'à présent. C'est un pont qui ne se termine jamais. Il y a des extensions et des extensions. Alors, le professeur disait, oui, maintenant on va construire une route périphérique autour du Caire et il y aura le pont. Mais ce n'est qu'une aspirine. Ce n'est pas un remède dans le fond. Des somnifères seulement. Comment? Des somnifères seulement. Ce n'est pas une solution radicale. Absolument. Ouais. Absolument. Ouais. La solution, c'est de sortir en dehors du Caire et de construire une autre capitale. Ouais. Et le seul qui a osé prendre cette décision politique, c'est le président Sisi. Parce qu'aucun gouvernement, aucun président depuis 1970 n'a osé prendre cette décision. Oui. Bien sûr, j'ai une nouvelle. Le montant des investissements publics consacrés au gouvernorat du Caire dans le plan de l'exercice 2020-2021 est évalué à 46,5 milliards de livres égyptiennes, selon des déclarations faites par la ministre du Plan de développement économique Hala Saïd jeudi 28 janvier. Donc, comment vous trouvez, si je puis dire, de telles sommes consacrées au réaménagement du Caire, à redorer l'image du Caire en général, du Grand Caire comme on dit? Il faut savoir une chose. L'Égypte et sa politique rationnelle a poussé plusieurs investisseurs à venir et investir ici en Égypte. Si vous voulez, l'Égypte est devenue un catalyseur qui rassemble autour de lui plusieurs investisseurs dans les divers domaines, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit la France, qui investit énormément en Égypte, que ce soit les États-Unis, et ainsi de suite. Même les pays africains. Ils viennent et ils rencontrent le président, je dirais presque toutes les semaines. Il y a un président ou un haut émissaire africain qui vient rencontrer
notre président pour discuter des problèmes et des problèmes du continent et pour chercher des investissements en Égypte. Donc cet réaménagement vise également à rendre l'Égypte, à rendre par exemple le Grand Caire plus attractif aux investissements, notamment du point de vue touristique. Justement, j'ai une toute petite nouvelle en ce qui concerne l'initiative présidentielle lancée par, bien sûr, le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, un logement pour tous les Égyptiens, début de l'examen de documents de réservation. Le ministre de l'Habitat et des agglomérations urbaines, Dr Assam El-Gazzar, a annoncé vendredi que le Fonds de logement social et de financement hypothécaire avait commencé les procédures d'examen des documents des citoyens ayant réservé dans la première étape de l'initiative présidentielle un logement pour tous les Égyptiens. Donc, pour, si je peux dire, raccourcir un peu cette nouvelle, il y avait des réunions en ce qui concerne cette initiative pour l'appliquer d'une manière optimale sur les terrains. Donc, ma question porte sur votre lecture. Un logement pour tous les Égyptiens. C'est sûr. Et c'est ce que le président a promis, que chaque Égyptien qui voudrait avoir une maison, il aura sa maison. Parce qu'il y a une explosion dans la construction en Égypte. Il faut savoir que l'Égyptien, de par ses racines, c'est un bâtisseur. Donc ça fait partie de ses gènes, la construction, le bâtiment. Donc c'est tout à fait normal. Et le président a pris ça en considération et il a promis. Un autre point que je voudrais soulever avec vous, monsieur, c'est le tourisme. Il faut savoir qu'on a fait des découvertes incroyables concernant les retrouvailles des momies et des sarcophages. En même temps et en parallèle, il y a la construction de la grande musée énorme qui va être inaugurée. Comment Qui vont être inaugurés. Il va être inauguré, mais pas tout de suite. Parce que l'État choisit encore le temps, parce que une fois inauguré, ça fera briller les yeux partout dans le monde. Tous les gens viendront visiter ce site. Et avec toutes les découvertes archéologiques qui ont lieu et dans lesquelles l'Égypte participe, l'Institut français d'archéologie orientale participe, les Allemands, la même chose, les Polonais, la même chose. Donc tout le monde cherche dans le terrain pour sortir les richesses de ce pays et de ce peuple. Je crois que très bientôt, dès que les conséquences du Covid. Oui, mais monsieur Naguevi, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne l'importance de tels méga projets égyptiens. Justement, chers téléspectateurs, je dois vous proposer ce reportage qui va jeter plus de lumière sur deux nouvelles lignes de monorail partiront prochainement du Caire. Les explications tout de suite avec notre collègue Dalia Karam. Lignes de monorail partiront prochainement du Caire. Ce projet pharaonique porte sur la construction de deux nouvelles lignes de transport en commun au départ de la capitale. Le but étant de fluidifier efficacement la liaison entre le Caire et la nouvelle capitale administrative actuellement en construction à l'est. Pour cela, le monorail devra parcourir pas moins de 54 km. Quant à la deuxième ligne, cette dernière reliera la ville du 6 octobre située en banlieue Kairat à Gizeh. En ce qui concerne la problématique budgétaire, Bombardier fortement pressentie dans ce dossier, donc à escompter pas moins
d'1,3 milliard de dollars pour la conception et la construction des infrastructures, tandis que le reste portera sur l'entretien des 2 tronçons, et cela sur une période de 15 ans. Pour rappel, cette vaste mutation dans le paysage du transport égyptien s'imbrique dans une multitude de méga-projets urbains initiés par le gouvernement sous la direction du président Abdel Fattah al-Sisi. Ce fut ainsi le cas le 15 mai 2019 lorsque le chef d'État a inauguré le pont suspendu le plus large de la planète, mesurant 67,3 mètres au total. Cette infrastructure en partie urbanée bat ainsi le record que détenait le pont sur le détroit de Bosphore en Turquie d'une largeur de 64,2 mètres. Traversant le Nil sur 16,7 km dans le centre de la capitale, ce pont avec 6 voies de circulation dans chaque direction fait partie d'une autoroute s'étendant de la mer Rouge à l'est jusqu'à la côte méditerranéenne du nord-ouest de l'Égypte. Ce monumental ouvrage s'est même offert une inscription dans le Guinness Book des records. Ce pont et la route dont il est l'élément fondamental offrent une bouffée d'oxygène à la capitale égyptienne, connue pour ses embouteillages monstres. Grâce à ce projet, les autorités espèrent décongestionner la capitale, le Caire, deuxième ville la plus peuplée d'Afrique, avec plus de 19,5 millions d'habitants. Les réalisations accomplies sous le président Abdel Fattah al-Sisi au Sinaï englobent tous les secteurs vitaux et de services pour les habitants sans précédent. Encore une fois, les réalisations au sein du Sinaï sans précédent sous le président Abdel Fattah al-Sisi. Ce sont parmi les grandes déclarations faites par le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui. Il a souligné que le développement et la reconstruction du Sinaï était un défi pour le gouvernement qui n'épargnait aucun effort pour atteindre cet objectif. La stratégie de l'État repose sur la mise en œuvre de nombreux projets de développement, d'urbanisme et de services et d'investissement sans précédent dans tous les domaines au Sinaï. Le développement du Sinaï est un axe majeur du programme du gouvernement. C'est ce qu'a souligné M. Sha'raoui, ajoutant que le ministère accorde à ce dossier vital une importance particulière pour poursuivre les efforts de développement et ce dans le cadre de la stratégie générale de l'État visant à améliorer et de développer les infrastructures, créer de nouveaux emplois pour les jeunes et attirer les investissements vers le Sinaï. Donc pour faire une sorte de commentaire en ce qui concerne ces deux telles nouvelles, deux tels reportages, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Monsieur Ahmed Ali Nassef, c'est un écrivain et analyste politique. Monsieur Ahmed Nassef, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ami. Bonsoir, je suis tout à fait ravi de vous rencontrer à travers la ligne de la TV internationale. Merci beaucoup pour nous rejoindre. Des réalisations sans précédent sous le président Abdel Fattah al-Sisi, non seulement au Sinaï, non seulement au Caire, non seulement au Delta, non seulement dans la Haute-Égypte, mais plutôt dans toutes les parties égyptiennes. Donc, à quel point vous partagez ce point de vue et à quel point vous trouvez que de tels projets ont mis fin à l'isolement du Sinaï, à l'isolement des parties frontalières de l'Égypte. Comment, donc, votre réponse? Sans aucun doute, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Égypte, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 1805 à la période de Mohammed Ali. Presque un siècle et demi plus tard, on est en train de voir un développement et qui est très très balancé. Qu'est-ce que ça veut dire, un développement équilibré ou balancé? L'équilibre que, comme vous le savez très bien, que l'Égypte est presque 50-50 urbain et rural. Donc, rural, oui. Rural. Donc, on a le développement qui part dans les deux sens en parallèle, ce qui fait un effort vraiment énorme. On est en train de développer. Oui, je vous écoute. Donc, il y a quelque chose, un problème dans la connexion, mais justement, pour ajouter à ce que M. Ahmed Ali a dit, bien sûr, il y avait des crises
devant l'État égyptien. Des crises de logement, des crises de construction, des crises de chômage, des crises de pauvreté, des crises dans plusieurs domaines. Mais la croissance démographique, la devise égyptienne, beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. L'enseignement, la santé, la main-d'œuvre, le chômage, beaucoup de choses. Donc l'État égyptien a essayé de marcher dans tous les sens avec une sorte d'équilibre pour arriver à réaliser ou même à répondre à tous les besoins de la population égyptienne qui ont brandi le slogan pain, liberté, pain et vie sociale honorable, et ainsi de suite. Donc, monsieur, nous avons en fait récupéré ce contact. Monsieur Ahmed Nassef. Oui. Donc, vous avez parlé qu'il y avait une sorte d'équilibre dans le fait de comment traiter... Il y a un équilibre dans la façon avec laquelle on est en train de faire le développement, les projets de développement très importants. Donc, on a sur le niveau urbain, on a les nouvelles routes, les nouvelles ponts, la connectivité entre toutes les villes urbaines, et on le voit pratiquement chaque jour. On a la nouvelle Oui, et il s'avère qu'il y a une autre fois, il s'avère qu'il y a un problème technique, pardon. Mais justement, comme M. Ahmed Nassef a parlé, a souligné, il y a un moment, cette connectivité, donc l'infrastructure, si on va parler de ces dimensions socio-économiques de l'infrastructure, oui, en Égypte, et en plus, sur un troisième niveau, nous sommes en train de développer la Sinaï pour la première fois. Encore une fois, il s'avère qu'on a un problème avec la connexion. Donc, chers téléspectateurs, avant de vous laisser avec ce reportage, je dois souligner une chose. Et l'infrastructure a des dimensions socio-économiques. Bien sûr, c'est comment connecter toutes les parties du peuple, toutes les couches sociales ensemble. Et donc, c'est-à-dire une cohésion sociale, une cohérence socio-économique qui rend l'État et le peuple égyptien plus fort, plus indépendant et rend même le commerce au sein du pays plus fluide. Donc, actuellement, je dois vous laisser avec ce reportage qui va parler un peu plus de ce point de vue touristique à travers le réaménagement, la réorganisation de ces sites historiques de l'Égypte. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est attaché à tenir des réunions périodiques avec les responsables du secteur des antiquités pour suivre tous les projets, les découvertes et les activités archéologiques. La valeur des investissements consacrés pour mettre en œuvre les différents projets archéologiques, dont 60% ont été achevés, a atteint 22,5 milliards de livres égyptiennes. Le secteur des antiquités a réussi à mettre en œuvre 75 projets du développement et de restauration des sites archéologiques, à réaliser un grand nombre de découvertes archéologiques de par l'Égypte, à faire participer le secteur privé dans la fourniture des services nécessaires aux zones des pyramides de Gizeh, et à amender la loi sur la protection des antiquités pour mettre en place de nouveaux contrôles dans les sites archéologiques afin de les préserver, ainsi qu'à signer plusieurs accords pour récupérer les pièces archéologiques volées. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accordé depuis son arrivée au pouvoir une importance particulière au grand musée égyptien, considéré comme un cadeau unique de l'Égypte au monde entier. Le président a chargé d'achever les équipements du musée de manière à jeter la lumière sur la grandeur de la civilisation de l'Égypte antique.
les équipements du musée de manière à jeter la lumière sur la grandeur de la civilisation de l'Égypte antique. Ce musée doit exposer des monuments qui remontent à l'époque gréco-romaine et une collection de 5000 pièces archéologiques concernant le roi Toutankhamon. Le président Abdel Fattah al-Sisi a donné ses directives d'achever les travaux du développement de la zone des pyramides de Gizeh, considérée comme l'une des 7 merveilles du monde, en concomitant avec l'ouverture du Grand Musée égyptien en 2021. Le projet de développement du Musée national de la civilisation égyptienne de Fostat a été mis en œuvre en coopération avec l'UNESCO pour devenir l'un des plus grands musées de civilisation en Égypte et au Moyen-Orient. Le président al-Sisi a donné ses directives à tous les ministères concernés de mettre en œuvre un projet national visant à éliminer complètement les bidonvilles de Magra al-Ayoun, à développer le lac Ain al-Sira et à construire un nombre de ponts et d'axes de circulation pour encourager les touristes à visiter le complexe des religions et les monuments de ce site archéologique. Les travaux de réaménagement de la place Tahrir et des bâtiments qui l'entourent ont été achevés conformément aux directives données par le président Abdel Fattah al-Sisi. Un obélisque pharaonique entouré de 4 statues de sphinx et une fontaine à 3 niveaux a été installé au cœur de la place Tahrir, ainsi que les façades des immeubles ont été peintes d'une couleur uniforme et éclairées d'une manière sophistiquée. Le président a instruit également de mettre en œuvre le projet de développement de l'allée des Sphinx qui relie les 2 temples de Luxor et de Karnak sur près de 3 km afin de la placer sur la carte touristique mondiale. Le président a accordé également une attention particulière au projet national de la relance du chemin de la Sainte Famille en Égypte. Un certain nombre d'églises et des monastères situés sur ce chemin ont été restaurés et ouverts. La ville de Rachid constitue un musée ouvert des antiquités car elle comprend plus de 39 monuments islamiques. Elle se caractérise également par son histoire patriotique et son architecture unique. Le président al-Sisi a donné ses directives lors de la conférence de la jeunesse qui a eu lieu à Alexandrie en 2017 de transformer la ville de Rachid en une ville touristique mondiale. L'État a également soumis une demande à l'UNESCO pour inscrire la ville de Rachid sur la liste du patrimoine mondial. L'Égypte a réussi, grâce à ses relations étroites avec les différents pays du monde, à récupérer des milliers de pièces archéologiques pendant les 6 dernières années. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré pendant les 6 dernières années plusieurs musées archéologiques, dont le musée d'art islamique, après sa restauration en janvier 2017. Le président al-Sisi a également inauguré en mars 2018 le musée d'antiquité de Matrouh, qui comprend plus de 1000 pièces archéologiques de différentes époques, ainsi que le musée national de Sohag, qui comprend 945 pièces archéologiques en août 2018 à un coût de 72 millions de livres égyptiennes. Partant de sa croyance en l'importance de préserver et de restaurer les richesses archéologiques de l'Égypte en tant qu'héritage de toute la civilisation humaine, le président Abdel Fattah al-Sisi a consacré une somme de 1 270 milliards de livres égyptiennes pour restaurer le palais du Baron Empin, le palais de Mohammed Ali, le musée national de la civilisation égyptienne, les pyramides de Gizeh, la synagogue Eliyahu Hanavi et le musée gréco-romain et le palais d'Alexandre. Plusieurs projets archéologiques importants ont été inaugurés récemment. Les musées des antiquités à la nouvelle capitale administrative à Sharm el-Sheikh et à Kafr el-Sheikh, le musée des véhicules royaux à Boulak et le palais du Baron Empin à Héliopolis. Donc, réaménagement, établir une infrastructure sophistiquée rend l'Égypte, les places des Égyptiens, les villes égyptiennes, les musées plus attractifs de plusieurs points de vue. Monsieur Ahmad Nassef, vous êtes donc en ligne. Merci bien. Donc, on était en train de parler que c'est la première fois presque dans 30 ans après que l'Égypte a repris le Sinaï, on est en train de vraiment joindre la Sinaï avec l'Égypte, avec des vraies infrastructures qui est bien connectée avec le reste de l'Égypte pour la première fois dans notre histoire. Avant ça, l'Égypte, la Sinaï était toujours un endroit un peu isolé, et maintenant avec les ponts, avec les tunnels, avec... Monsieur Ahmad Nassef. Donc, il s'avère encore une fois qu'il y avait un problème dans la connexion. Mais justement, encore une fois, même à travers l'infrastructure, chers téléspectateurs, on trouve que l'Égypte cherche
à tirer profit des avantages dont jouissent les gouvernorats égyptiens. Comme par exemple cette nouvelle zone industrielle de Sokhna, nouveaux investissements d'1 milliard de dollars. Avec plus de précision, de nouveaux projets d'investissement d'une valeur de 1,77 milliard de dollars ont été mis en place dans la zone industrielle d'Ain Sokhna. C'est ce qu'a annoncé vendredi la zone économique du canal de Suez. Les développeurs industriels dans la zone de Sokhna ont conclu en 2020 des contrats sur 24 projets qui devraient entrer en service durant les 3 prochaines années. Encore une fois, c'est ce qu'indique la zone économique du canal de Suez dans un rapport publié vendredi sur le bilan de l'année 2020. Selon le rapport, des pourparlers sont en cours avec un groupe de compagnies nationales étrangères spécialisées dans la mise en place de projets ciblant entre autres des industries pétrochimiques complémentaires, du fer, des fibres optiques, et ainsi de suite. Il y a encore une fois si je peux dire, un autre point de vue très important, c'est concerne comment l'infrastructure redore l'image de l'Égypte et crée en même temps des opportunités d'investissement, notamment par exemple dans le domaine touristique. Justement, on trouve qu'il y avait durant les dernières 24 heures, ou dernière même 48 heures, il y avait une bonne nouvelle pour le tourisme égyptien. La Russie a décidé la reprise de ses vols réguliers à l'extérieur dès le 8 février prochain, ainsi que l'augmentation de ses vols à destination de l'Égypte selon le centre opérationnel russe de lutte contre le coronavirus. Dans un communiqué, le centre a fait état de 8 villes russes à partir desquelles décolleront les vols internationaux et de l'augmentation des vols réguliers à destination de l'Égypte au rythme d'un seul vol hebdomadaire à partir de chacune des villes en question. Il y avait même au début de cette édition une intervention bien sûr de la part de M. Nagy Victor, au cours de laquelle il a parlé de l'Égypte qui est devenue un pionnier dans le domaine du gaz. C'est pourquoi l'Égypte est sur le point de devenir un des 10 pays principaux exportateurs de gaz naturel à l'échelle mondiale, selon Bloomberg. Sans entrer dans les détails, j'ai essayé bien sûr de vous révéler seulement les grands titres. Si nous devons jeter la lumière sur ce domaine de numérisation ou ce domaine digital que l'Égypte essaye de généraliser au niveau de tous les gouvernorats et au niveau de tous les domaines, on trouve qu'à Hurghada et à Sharm el-Sheikh, et même au Caire, il y a 3 musées dans lesquels il y a une sorte d'activation de système de réservation électronique. Donc, des pas géants, et on essaye à chaque édition de suivre qu'est-ce que les Égyptiens font vraiment d'une manière concrète sur le terrain pour changer le fait accompli. Je dois vous remercier infiniment pour votre attention et pardon bien sûr pour des choses qu'on n'a pas bien sûr pu régler à travers la ligne de la TV internationale, mais je dois vous remercier infiniment encore une fois pour votre fidélité et bonne suite de nos programmes sur NAL TV International.